J'étais allongé sous une vieille Chevy rouillée, un travail qui me faisait mal au dos et laissait mes mains constamment imprégnées d'odeur d'huile, lorsque j'entendis le bruit caractéristique d'une voiture s'arrêtant juste devant mon atelier. Peu après, une voix aiguë et paniquée retentit. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Je glissai hors de dessous la voiture, essuyai mes mains sur ma salopette déjà tachée d'huile et me retournai pour la voir. Elle était jeune et n'avait clairement pas sa place dans ce quartier. Ses talons claquaient nerveusement sur le béton alors qu'elle s'approchait. « Ma voiture est en panne », dit-elle en désignant le coupé noir élégant, garé de travers au bord du trottoir. Il ne correspondait pas à cet endroit, elle non plus. « On dirait que vous êtes au bon endroit », dis-je d'un ton neutre, même si le contraste entre son apparence soignée et notre environnement délabré ne m'échappa pas. « Ouvrez le capot, je vais jeter un coup d'œil. » Elle hésita, jeta un regard à son téléphone, comme si elle avait mieux à faire. « Vous pouvez la réparer ? J'ai un emploi du temps chargé. Laissez-moi d'abord voir ce qui ne va pas. » Répondis-je en attrapant déjà mes outils. En vérifiant le moteur, il devint vite évident qu'elle ne connaissait rien aux voitures. Quand je lui fis remarquer que le radiateur était presque vide et que certaines connexions étaient desserrées, elle se mordit la lèvre. « Vous pouvez la réparer ou pas ? » « Je peux la réparer, » dis-je en retenant un sourire, « mais ça pourrait prendre quelques heures. » Elle soupira et se mit à faire les 100 pas sur ses ridicules talons. « Très bien, j'attendrai. » Son impatience était palpable, mais je me concentrais sur mon travail. Quand j'eus terminé, le soleil était presque couché. Elle était adossée au mur, absorbée par son téléphone. « C'est réglé, » annonçai-je en m'essuyant les mains avant de me relever. Son soulagement fut visible. « Enfin, merci. Combien je vous dois ?» Je lui annonçai une somme modérée pour le travail accompli. Elle cligna des yeux, fouilla dans son sac de designer et en sortit une liasse épaisse de billets. « Gardez le reste, » dit-elle simplement en me tendant bien plus que ce que j'avais demandé. « C'est trop. » Commençai-je à protester, mais elle était déjà en train de regagner sa voiture. « Considérez ça comme un pourboire », lança-t-elle par-dessus son épaule avant de démarrer. Le son du moteur s'évanouit dans l'air du soir. Je n'y pensais plus, du moins jusqu'à ce que, plus tard dans la nuit, on frappe à ma porte, juste au moment où je m'installais devant la télé avec une bière froide. Lorsque j'ouvris, un homme en costume impeccable se tenait devant moi, une enveloppe à la main. « Daniels ?» demanda-t-il. « Oui », répondis-je fatigué. « Qui veut le savoir ?» Il me tendit l'enveloppe. « Je suis ici au nom de mademoiselle Evelyn Carter. » Le nom ne me disait rien jusqu'à ce qu'il ajoute « la femme dont vous avez réparé la voiture aujourd'hui. » Je fronçai les sourcils. « Il y a un problème avec la réparation ?» Je lui ai dit que tout fonctionnait normalement. « Il ne s'agit pas de la réparation, » me coupa-t-il, son ton impassible. « Mademoiselle Carter tient à vous remercier personnellement. Elle a une manière peu conventionnelle de le faire. » Je jetai un regard à l'enveloppe. Mon instinct se tendit. Ce n'était pas un simple merci. « Je peux entrer ?» demanda l'avocat. Je m'écartai pour le laisser passer. Il entra avec l'assurance d'un homme habitué aux salles de conseil, valant des millions, pas aux maisons miteuses de mécaniciens. Son regard parcourut brièvement le papier peint écaillé et les meubles usés. « Installez-vous, » dis-je avec une pointe de sarcasme. Il ne s'assit pas. Il me tendit simplement l'enveloppe. « Mademoiselle Carter m'a demandé de vous la remettre en main propre. Elle tient à récompenser ceux qui font plus que ce que l'on attend d'eux. » Prudemment, j'ouvris l'enveloppe. Mes doigts rugueux effleurèrent le papier lisse. À l'intérieur, un chèque. Mes yeux s'agrandirent en voyant le montant. 50 000. Je murmurai abasourdi. « Ça ne peut pas être sérieux. » « Ce n'est pas une erreur, » me rassura-t-il. « Mademoiselle Carter a ses raisons. » « Quelles raisons ?» demandai-je, le doute perçant dans ma voix. « J'ai réparé sa voiture, pas changé sa vie. » Il esquissa un faible sourire. « C'est une femme très discrète, mais disons qu'elle apprécie les actes de gentillesse, surtout quand ils viennent de personnes qui n'en attendent rien en retour. » Je fixai le chèque pendant ce qui me sembla une éternité, mon esprit en ébullition. 50 000 $. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu, et encore moins tenu entre mes mains. Avec ça, je pouvais rembourser mes dettes, moderniser mon atelier, peut-être même voir plus grand. Mais il devait y avoir un piège. « Quelle est la condition ?» demandai-je, méfiant. « Il n'y en a aucune, » répondit l'avocat avec aisance. « C'est un cadeau, tout simplement. » Je ne le croyais pas entièrement. Des gens comme elle ne jetaient pas de l'argent au hasard. Pourtant, je hochai la tête et rangeai le chèque dans l'enveloppe. « Si elle a d'autres réparations, elle sait où me trouver. » dis-je, tentant de garder les choses légères. L'avocat hocha la tête poliment et se dirigea vers la sortie. « Passez une bonne soirée, monsieur Daniels, et prenez soin de vous. » Le lendemain, j'essayais encore d'assimiler ce qui s'était passé quand une autre surprise m'attendit. Un SUV noir se gara devant mon atelier et Evelyn Carter en descendit en personne. Cette fois, elle n'avait plus l'air pressée ni paniquée. Elle était l'incarnation de l'élégance et de la maîtrise. « Mademoiselle Carter, » dis-je en essuyant mes mains, « je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Appelez-moi Evelyn. »
répondit-elle avec un léger sourire. Je voulais vous remercier en personne. Votre avocat ne l'a pas déjà fait? Répliquai-je, essayant de masquer ma nervosité. Elle rit doucement. Je suppose que si. Mais je pense que la gratitude s'exprime mieux face à face. Quelque chose dans son ton, peut-être sa sincérité, me déstabilisa. Elle regarda autour d'elle. C'est votre atelier? Pour le meilleur et pour le pire, répondis-je. Plutôt le pire ces derniers temps. Son expression se fit plus douce. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Vous pourriez demander le double. Et les gens viendraient en quand même. Pas ici. Les gens n'ont pas les moyens. Evelyne hocha la tête, pensive. Et si je vous disais que je pouvais changer ça? Pas seulement pour vous, mais pour tout le quartier. Je fronçai les sourcils. De quoi parlez-vous? Elle eut un sourire énigmatique. J'ai une proposition, mais ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter ici. Êtes-vous libre pour dîner ce soir? Un dîner avec elle? J'hésitais, ne sachant pas si je devais me sentir flatté ou méfiant. Je ne mélange pas affaires et repas, dis-je prudemment. Alors considérez cela comme un service, répliqua-t-elle, d'un ton qui ne laissait place à aucune objection. Et juste comme ça, elle disparut à nouveau. Et j'avais l'impression qu'on venait de me remettre les clés d'un royaume dont je n'étais pas certain de mériter l'accès. Investir en moi, répétai-je, comme si le dire à haute voix rendait les choses plus compréhensibles. Evelyne acquiesça. Vous avez du talent, Marcus. Et plus important encore, vous avez de l'intégrité. Ces qualités sont rares. Je vois du potentiel, non seulement dans votre travail, mais aussi dans ce que vous pourriez accomplir pour cette communauté avec le bon soutien. Pourquoi moi? Demandai-je, toujours sceptique. Il y a de meilleurs mécaniciens, de plus grands ateliers. Elle leva la main pour m'interrompre. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes le meilleur mécanicien du monde. Je vous ai choisi parce que vous êtes quelqu'un qui répare la voiture d'un étranger sans essayer de lui soutirer chaque centime. C'est exactement ce genre de personne que je veux comme partenaire. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait saisir cette opportunité à pleine main, tandis qu'une autre se demandait s'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie bien orchestrée. « Où est le piège ?» finis-je par demander. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. Pas de piège, juste du travail acharné et une vision commune. Si vous êtes intéressé, nous finalisons les papiers et nous nous mettons au travail. Sinon, gardez le chèque, sans condition. Elle s'adossa à son fauteuil. Mais quelque chose me dit que vous n'allez pas refuser. Je n'ai pas refusé. Dans les jours qui suivirent, Evelyne détailla son plan avec minutie. Elle voulait agrandir mon atelier, acquérir du meilleur équipement et mettre en place des programmes de formation pour les jeunes locaux désireux d'apprendre un métier. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Mais plus elle parlait, plus je commençais à croire en sa vision. À la fin de la semaine, j'avais signé les papiers. La transformation commença presque immédiatement. La première chose qu'Evelyne fit fut d'engager une équipe pour rénover l'atelier. C'était comme si ma vie se reconstruisait en même temps que les murs de mon garage. J'observais, fasciné, alors que les vieilles structures rouillées étaient remplacées par des panneaux modernes et élégants. Evelyne était présente chaque jour, supervisant le projet avec une détermination qui ne laissait aucune place aux erreurs. « Vous ne réparez pas seulement des voitures, » me dit-elle un après-midi, alors que nous étions en plein milieu du chantier. « Vous construisez un héritage. » Ces mots résonnèrent en moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Mais tout le monde ne voyait pas ces changements d'un bon œil. Certains mécaniciens locaux me considéraient comme un traître et ne se gênaient pas pour me le faire savoir. « Tu te crois meilleur que nous, maintenant ?» lança l'un d'eux en entrant dans l'atelier un jour. « Je pense juste essayer de faire les choses autrement. » Répondis-je calmement. « Oui, avec son argent, » rétorqua-t-il en désignant Evelyne qui discutait avec un chef de chantier. Je serrai les poings, mais avant que je ne puisse répondre, Evelyne intervint. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle d'une voix si froide qu'elle aurait pu geler l'eau. L'homme marmonna quelque chose avant de s'éclipser. « Tu n'as pas besoin de mener mes combats à ma place, » lui dis-je après son départ. « Je sais, » répondit-elle, « mais je ne vais pas rester là à regarder quelqu'un essayer de saboter ce que nous construisons. » Au fur et à mesure que l'atelier prenait forme, ma vie aussi. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer au lieu de simplement survivre. Mais avec le progrès vinrent aussi de nouveaux défis. La présence d'Evelyne dans ma vie n'était pas passée inaperçue, et des rumeurs commencèrent à circuler. Les gens chuchotaient sur notre relation, spéculant sur d'éventuels liens plus personnels entre nous. Au début, j'essayais d'ignorer les commérages, mais lorsqu'un de mes plus vieux amis m'interpella à ce sujet, je ne pus cacher mon agacement. « Tu crois que je fais ça pour des raisons personnelles ?» demandai-je, exaspéré. Plus les rumeurs prenaient de l'ampleur, plus elles me pesaient. Peu importe ce que nous faisions de bien, certains refusaient de croire que la transformation de l'atelier n'était pas motivée par le profit ou le pouvoir. Evelyne, en revanche, restait imperturbable. « Qu'il parle, disait-elle avec assurance. Tant que nous faisons ce qui est juste,
La vérité finira par s'imposer. Sa confiance était inébranlable. Mais toute cette négativité me pesait. Je me plongeais dans le travail, me concentrant sur ce que nous construisions plutôt que sur ce qui se disait autour de nous. L'atelier était devenu bien plus qu'un simple commerce. C'était un centre pour la communauté. Nous proposions des cours gratuits de réparation, organisions des ateliers pour les jeunes apprentis mécaniciens et aidions même des familles à entretenir leurs voitures. Les changements n'étaient pas seulement physiques, ils se ressentaient dans les vies que nous touchions. Un des moments les plus gratifiants fut lorsqu'un garçon nommé Lys, qui participait à notre programme de formation, vint me voir après avoir réparé sa première voiture. Son sourire était contagieux et la fierté dans ses yeux me rappela pourquoi j'avais commencé à réparer des voitures. « Merci de m'avoir donné cette chance, monsieur Daniels, dit-il d'une voix pleine de gratitude. Tu l'as mérité, gamin, répondis-je en lui ébouriffant les cheveux. Continue comme ça. Des moments comme celui-là me donnaient à bas la force d'avancer, même lorsque les défis semblaient insurmontables. Mais avec chaque pas en avant, la tension dans le quartier grandissait. Les actes de vandalisme cessèrent après qu'Evelyn eut installé des caméras de surveillance. Mais l'hostilité de certains habitants persistait, couvant juste sous la surface. Un soir, alors que nous fermions l'atelier, Evelyn remarqua mon air fatigué. « Tu portes ce fardeau depuis trop longtemps tout seul, » dit-elle doucement. « Ça va, répondis-je, bien que le ton épuisé de ma voix me trahisse. « Tu n'es pas seul, Marcus. On fait ça ensemble. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Pour la première fois, je réalisais à quel point Evelyn avait investi dans cette aventure. Pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Ce projet n'était pas juste une affaire pour elle. C'était sa façon de redonner à la communauté et d'honorer l'héritage de son père. Mais la paix ne dura pas longtemps. Une semaine plus tard, Derek, un ancien rival, fit son apparition à l'atelier, accompagné de 2 de ses amis. « Tu crois que t'es meilleur que nous maintenant ?» cracha-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Je sortis, gardant une posture détendue. « Je ne suis meilleur que personne, Derek. J'essaie juste de gérer mon affaire. »« Ton affaire ?» ricana-t-il. « C'est plus la tienne. C'est la sienne. » ajouta-t-il en désignant Evelyn du doigt. Avant que je ne puisse répondre, Evelyn apparut à la porte. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle calmement mais fermement. Derek hésita un instant avant de se ressaisir. « Oui, il y a un problème. Les gens ici n'aiment pas ce que tu fais. »« Les gens ?» répéta-t-elle en haussant un sourcil. « Ou juste toi ?» La tension était palpable. « On en a fini ici, » dis-je fermement. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le à moi. Laisse-la en dehors de ça. » Derek me fixa un instant, puis recula en maugréant, avant de partir avec ses amis. Evelyn se tourna vers moi. « Ce ne sera pas la dernière fois qu'on essaiera de t'intimider. »« Je peux gérer ça, » répondis-je, bien que je ne sache pas si j'essayais de la convaincre ou moi-même. « Je le sais, » dit-elle. « Mais tu n'as pas à le faire seul. » Utiliser mes propres plans, alors que d'autres doutaient de mon intégrité et prétendaient que je m'étais vendu. C'était épuisant. Mais la foi inébranlable d'Evelyn en notre mission me maintenait sur la bonne voie. « Concentre-toi sur le travail, » disait-elle. « Laisse les résultats parler d'eux-mêmes. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'atelier prospérait. La communauté se rassemblait autour de nous et les vies que nous touchions devenaient la preuve que nous étions sur la bonne voie. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui valait la peine qu'on se batte pour lui. Mais la résistance grandissait, et je commençais à me demander si le prix de ce rêve n'était pas trop élevé. La tension atteignit son paroxysme un soir, alors que je fermais l'atelier. Les rues étaient étrangement silencieuses, et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette impression d'être observé. En me retournant vers mon camion, je les vis. 3 hommes qui sortèrent de l'ombre, menés par Derek. « Tu travailles tard, on dirait », lança Derek d'un ton moqueur, mais sa voix portait une menace sous-jacente. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je en gardant mon calme. « Te rappeler d'où tu viens, » répondit-il en réduisant la distance entre nous. « Tu te crois meilleur maintenant que tu as leur argent derrière toi ? Va-t'en, Derek, l'avertis-je. » Il éclata de rire, un son dur et rauque. « Sinon quoi ? Tu vas appeler ta patronne chic pour qu'elle vienne te sauver. » Je serrais les poings, mon pouls battait dans mes tempes. « Je n'ai besoin de personne pour me sauver, mais je ne vais pas me battre. Pas ici, pas maintenant. » Je m'en doutais, dit-il d'un ton railleur, puis en se retournant, il ajouta « Ce n'est pas fini, Daniels. » Loin de là. Le lendemain, lorsque je racontais la confrontation à Evelyn, elle était furieuse. « C'est allé trop loin, » dit-elle en faisant les 100 pas dans mon bureau. « Je peux gérer Derek, » la rassurai-je. « Ce n'est pas seulement Derek, » rétorqua-t-elle. « Ce sont tous ceux qui pensent à pouvoir t'intimider pour que tu abandonnes. Ils ne voient pas ce qu'on essaie de construire. Ils ne voient qu'une menace. Alors qu'ils la voient, » répondis-je avec détermination, « je n'abandonne pas, ni cet atelier, ni ces jeunes, ni ce que nous avons bâti. » Evelyn s'arrêta et me regarda. Son expression s'adoucit. « Tu y crois vraiment, n'est-ce pas ?»« Oui, »
répondis-je, et je ne céderai pas. La détermination d'Evelyne ne fit que grandir après cela. Elle organisa des réunions communautaires et invita des leaders locaux pour discuter des moyens d'améliorer le quartier ensemble. Son enthousiasme était contagieux et bientôt, même les plus sceptiques commencèrent à voir la portée de notre projet. Mais tout le monde n'était pas prêt à changer. Derek et son groupe intensifièrent leurs harcèlements. Ils crevèrent les pneus des voitures garées près de l'atelier et répandirent des rumeurs de plus en plus vicieuses. Une nuit, ils allèrent jusqu'à jeter une brique à travers la fenêtre de ma maison. Evelyne insista pour appeler la police, mais j'hésitais. Ça ne fera qu'empirer les choses, dis-je. Ne rien faire leur laissera croire qu'ils peuvent Mingham s'en tirer impunément, répliqua-t-elle. Nous avons trouvé un compromis. Evelyne engagea des agents de sécurité privés pour surveiller l'atelier et ma maison, et moi, je redoublais de vigilance. C'était une solution temporaire, mais cela suffisait à maintenir un semblant de contrôle. Pendant ce temps, l'atelier continuait de prospérer. Nous avons élargi notre programme de formation et collaboré avec des entreprises locales pour offrir des apprentissages aux jeunes. Voir leur progrès fut l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. Mais sous la surface, je sentais la pression monter. Derek ne lâcherait pas l'affaire, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un événement majeur ne se produise. Cet événement arriva une nuit fatidique. Je travaillais tard, terminant une réparation, lorsque j'entendis le bruit d'un verre brisé. En sortant en trombe, je découvris la vitrine de l'atelier éclatée et Derek debout, une barre de fer à la main. « Cela s'arrête maintenant », grogna-t-il. Je n'avais pas le temps de réfléchir. L'adrénaline prit le dessus et, avant même de m'en rendre compte, nous étions face à face. « Tu es une épine dans mon pied depuis bien trop longtemps », cracha Derek. « Il est temps que quelqu'un te remette à ta place. »« Tu ne me fais pas peur », répondis-je, ma voix calme malgré la peur qui bouillonnait en moi. Derek brandit la barre de fer, mais j'eus juste le temps d'esquiver. Le combat qui s'ensuivit fut chaotique. Nous luttâmes, échangeant coups et prises, jusqu'à ce que le son des sirènes résonne dans la nuit. La police arriva juste à temps pour mettre fin à l'affrontement. Derek fut arrêté, me laissant avec des contusions et une fatigue écrasante. Evelyne apparut au commissariat pour me récupérer, l'inquiétude gravée sur son visage. « Ça doit s'arrêter », déclara-t-elle alors que nous rentrions en voiture. « Ça s'arrêtera, promis-je. Derek est hors jeu, il ne nous embêtera plus. » Mais alors même que je prononçais ces mots, je ne pouvais me défaire de l'impression que tout cela n'était pas encore terminé. Avec le départ de Derek, les choses commencèrent à se calmer, du moins en apparence. L'atelier prospérait, les jeunes progressaient dans leur formation et la communauté se rassemblait autour de nous. Mais au fond de moi, je savais que le succès avait un prix, et je ne pouvais ignorer cette peur latente qu'un autre orage se profilait à l'horizon. Evelyne, elle, restait optimiste. Elle se jetait à corps perdu dans le projet et sa passion raviva la mienne. Un jour, alors que nous observions les jeunes travailler dans l'atelier, elle se tourna vers moi et dit « Tout est là, Marcus. Offrir de l'espoir aux gens, leur donner une chance de bâtir quelque chose de meilleur. » Ces mots me rappelèrent pourquoi j'avais entrepris ce voyage. Au fil des semaines et des mois, l'atelier devint plus qu'une simple entreprise. Il devint un symbole de résilience et d'espoir pour toute la communauté. Evelyne et moi avons travaillé sans relâche pour assurer son succès, et petit à petit, les doutes et la résistance s'effacèrent. Finalement, ce voyage n'avait jamais été seulement question de réparer des voitures ou de bâtir un commerce. Il s'agissait de prouver que le changement était possible, même face à l'adversité. La vision d'Evelyne avait non seulement transformé l'atelier, mais aussi les vies de tous ceux qui l'avaient touché, y compris la mienne. En regardant la communauté florissante que nous avions bâtie ensemble, je compris que le combat en valait la peine. Pour la première fois de ma vie, je savais que j'étais exactement là où je devais être.